Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. La nuit vous a permis de mettre en lumière des stars dont vous avez bu les paroles et partagé des dîners. Vous avez été à Paris une reine d'un monde très fermé. Vous le racontez aujourd'hui dans un livre. Bonjour Agathe Godard. Bonjour Jacques. Alors, vous publiez Mes nuits parisiennes chez Flammarion. Votre nom est connu, votre signature est connue, notamment grâce à vos chroniques dans Paris Match pendant des années. Mais il y a eu beaucoup d'autres choses que vous racontez dans ce livre, qui est finalement un portrait de notre époque. Et on va l'évoquer, ce livre et votre parcours, à travers des dates clés. Et la première que j'ai trouvée, c'est le 12 octobre 1960, votre première télé. Lecture pour tous, avec Pierre Desgroupes et Pierre Dumayet. Et c'est là où vous présentez ce jour-là votre livre « Pousse avec ton pain ». Exactement, un livre qui avait atterri chez Gallimard par hasard, puisque c'est un peintre, un artiste peintre, pour lequel je posais à Arles, qui avait voulu lire mon petit cahier de jeune fille où j'écrivais un peu tout ce que je vivais, et qui l'avait remis à Queneau. Raymond Queneau, qui est quand même l'auteur de Zazie dans le métro et de bien d'autres choses, et tout de suite, il vous a accepté. Ah ben, il était... Moi, à mon plus grand étonnement, j'ai reçu une lettre de la NRF me disant que j'étais publié dans la collection blanche. Je suis complètement tombé des nues parce que, honnêtement, entre-temps, j'avais complètement oublié que j'avais un manuscrit chez Gallimard. C'était quoi ce livre ? Alors, je racontais toute ma vie en province. Moi, je suis fille de pharmacien, d'un petit bled du Berry. Je me suis heureusement évadée très tôt. On va en parler. Et donc, ce livre, vous passez dans cette émission qui est vraiment l'ancêtre d'Apostrophe, Lecture pour tous. On le regardait en noir et blanc. D'ailleurs, à côté de vous, il y a Marcelle Auclair, qui était la pionnière du Courrier du Cœur, qui passe aussi dans cette émission. Et qui a été vraiment une pionnière du genre. Alors moi, j'ajouterais que j'avais atterri dans cette émission parce que quelqu'un s'était désisté au dernier moment. Donc j'ai fait cette émission mythique en bouche-trou. Alors, Lucien Clerc, c'est un photographe important. D'ailleurs, il a été le premier photographe élu à l'Académie des Beaux-Arts. Il a été président d'ailleurs de l'Académie des Beaux-Arts. Il vous a repéré parce que vous posiez pour lui pour des photos d'art. C'est-à-dire que pour gagner un peu d'argent, j'étais le modèle d'un peintre qui vivait à Arles. Et l'après-midi, j'étais libre. Donc, je faisais du stop avec une petite mini-jupe en jean et très court vêtue. Et j'allais au Sainte-Marie de la Mer pour me baigner. Et j'ôtais mon maillot, j'allais un peu loin sur une plage déserte et je me baignais à poil. Et un jour, je vois un mec qui arrivait vers moi. Je dis, c'est quoi ça? Un violeur, un amateur? Bon, j'étais quand même assez méfiante. Et je remets vite mon maillot. Et ce jeune homme arrive et me dit, n'ayez pas peur. Je suis Lucien Clerc. Moi, je ne savais pas qui c'était du tout. Et j'aimerais bien, est-ce que vous pourriez recommencer à vous baigner nu, en vous roulant sur le sable? Moi, j'étais vraiment prête à tout ce qui était drôle à faire m'amusait. Et j'ai dit, oui, bien sûr. Et donc, j'ai dit, il shootait comme un malade. Et j'ai dit, mais vous allez faire quoi avec ces photos? Ah, des expositions, vous inquiétez pas, on voit pas votre visage. J'ai dit, mais quand même, j'aimerais bien... Écoutez, je suis... Lucien Clerc, vous pouvez vous renseigner. Donc j'ai demandé au directeur de l'hôtel, au propriétaire de l'hôtel, petit hôtel que j'habitais rue du Sauvage. J'ai dit, tu connais Lucien Clerc? Il me dit, mais comment je connais Lucien Clerc? C'est un photographe très connu. Mais moi, je ne savais pas. Et c'est comme ça que je suis devenu ami avec Lucien et qu'il a publié des tas de photos de mes fesses. Alors, en fait, à l'époque, vous vous prénommez Anne, et je crois que si vous vous appelez Agathe, c'est grâce à Raymond Queneau. Oui, parce que Raymond Queneau était un grand mathématicien et il adorait la numérologie. Donc un jour, mon vrai nom, c'était Anne. Donc... un jour, il me dit, Anne, ça correspond pas du tout à votre personnalité, ça va pas. On va chercher, avec la numérologie, un nom. Et il a trouvé Agathe ou Zoé.
Et moi, j'ai dit, ah, Zoé, c'est marrant. Alors, il dit, Zoé Godard, Agathe Godard. Agathe Godard est mieux, numérologiquement parlant. Voilà. C'est comme ça que j'ai été débaptisée par Raymond. Voilà. Vous êtes né près de Châteauroux, dans un petit village de 2000 habitants, je crois, qui est à quelques kilomètres de Châteauroux, où votre père était pharmacien. Oui. Et mon père était pharmacien, et son rêve ultime était que je fasse pharmacie et que j'épouse un pharmacien et que je reprenne l'officine. Seulement, voilà, vous étiez une mauvaise élève, et vous étiez une tellement mauvaise élève qu'un jour, il vous envoie chez quelqu'un que Bécaud a chanté. Les madames qui venaient voir notre oncle après dîner, on les appelait Tante Jeanne. Ça, c'est Bécaud, dans une chanson. D'ailleurs, quand il était à l'Olympia, dans la version originale, c'était on nous emmenait au cinéma, ça devenait on nous emmenait à l'Olympia. Et la Tante Jeanne, vous en avez une. Et je crois, Agathe Godard, que c'est votre plus mauvais souvenir. Que quoi? La Tante Jeanne, c'est votre plus mauvais souvenir. Je crois, oui, aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, à l'Olympia? Non, avec votre vraie Tante Jeanne, qui vous a élevé à Besançon dans un lycée. Oh, alors c'était la sœur de mon père, qui était un personnage très folcoche, d'une avarice hallucinante, et qui a tenté de me dresser. C'est-à-dire que votre père vous a envoyé dans son lycée qu'elle dirigeait pour justement faire des études sérieuses, et ça n'a pas marché du tout. Ça n'a pas marché du tout. Non, j'ai eu mes 2 bacs à 16 ans, mais après, dès que j'étais en fac, j'ai eu l'impression d'être lâchée et j'avais aucune envie, ni de faire médecine, ni de faire pharmacie, ce qu'exigeait mon père. Oui, mais cette tante était particulière. Elle n'avait jamais eu d'homme dans sa vie. Et vraiment, quand on parlait de folcoche, c'est vipère au point, il ne faut pas l'oublier, d'Hervé Bazin. Et la contraction de folcoche, ça vient de folle et cochonne. Bon, elle n'était pas cochonne, mais elle était folle. Non, malheureusement, elle n'était pas cochonne. Mais elle était totalement folle. Elle et était radine. quand même assez, oui, névrosée, dans la mesure où elle n'aimait que l'argent. Elle était d'une avarice incroyable, puisque moi, mon père donnait de l'argent pour moi chaque mois, et que tous les matins, elle me disait, tu te rends compte combien tu me coûtes, ça coûte tant, ça coûte tant. Et la nuit, parfois, elle me réveillait en disant, j'ai senti une odeur d'orange, tu as dû voler une orange dans la cuisine, je les ai comptées, il en manque une. Enfin, c'est une névrose à ce point-là. Oui, mais comment on vit quand on est adolescente avec ce genre de femme pendant des années? Il faut se rebiffer, sinon on finit à Sainte-Anne. Voilà, mais comment vous avez fait pour vous rebiffer? Eh ben, pour me rebiffer, d'abord, quand elle essayait de me frapper, j'ai pris un pic-feu, je lui ai dit, tu me frappes, je t'embroche. Non, moi, j'étais dur aussi, hein. Et puis, je me suis toujours rebiffé, je la volais. Oui. J'avais réussi à faire un double, parce qu'elle mettait tout sous les placards à double tour. Et j'avais réussi à faire un double de clés. Et donc, je la volais, mais elle le voyait pas parce qu'elle était persuadée que je pouvais pas avoir accès à son sac à main. Et par exemple, quand il arrivait un paquet pour moi, elle le mettait sous clé tout de suite en me disant, oui, tu as reçu ça, mais tu le mangeras tout de suite, on le met de côté. Ouais. Non, mais c'est affreux ce genre de choses. Alors, les vacances, c'était pas mieux parce que vous rêviez à l'époque d'aller à la mer, Agathe Godard, et votre père vous emmenait partout sauf à la mer. On rêvait d'aller, ma mère surtout, ma mère rêvait d'aller à la mer. Oui. Et son grand rêve, c'était d'aller à Cannes. Mais bon, elle a très rapidement compris que ça ne se fera jamais. Alors après, elle est revue à la baisse et c'était Royan. Et un jour, mon père nous a mis dans sa voiture, mon frère et moi, puisque j'ai un frère plus jeune, et nous voilà partis pour Royan. Et à peu près à 100 km, il a fait demi-tour, il a dit « Mais non, qu'est-ce que je vais aller faire à Royan? Je ne suis bien que sur mes terres. » Et on n'a jamais atteint le bord de la mer. C'est fou. Ce qui vous a sauvé pendant ces années, Agathe Godard, ce sont les livres. C'est quoi? Les livres. Oui, les livres. Oui, parce que j'avais rencontré une Parisienne, une fille qui venait en vacances, qui me refilait Gide, Céline, et je dévorais ces livres. Et mon père, quand il me voyait en train de lire, disait « Mais
qu'est-ce que tu fais encore à te mettre des mauvaises idées dans la tête? Tu ferais mieux d'aller biner. Oui, car votre père n'aimait qu'une chose, c'était la nature, la forêt et les champs. Voilà, mais mon père avait fait pharmacie à Contrecœur et il était un vrai paysan, une espèce de hobereau dans l'âme. Et la seule chose qui le passionnait, c'était la page où il y avait les marchés, Les bestiaux. Les bestiaux. Il avait un élevage de taureaux de concours. Enfin, tout ça le passionnait. Et il allait sur ses terres, il laissait la pharmacie à ma mère, qui était devenue préparatrice en pharmacie et qui tenait la baraque. Et vous, votre rêve, Agathe Godard, c'était d'être journaliste, non? Ah ben moi, je voulais toujours être journaliste depuis que j'avais vaguement, quand j'avais 10 ans, rêvé d'être coiffeuse. Et très rapidement, je m'étais dit non, journaliste, c'est mieux. Et mon père avait dit, il n'en est pas question, c'est un métier de va-nu-pied, tu seras pharmacien ou médecin, je ne paierai pour rien d'autre. Bon, eh ben, vous avez ensuite gagné à être connu. On va en parler avec une date qui, je vous rassure, ne vous correspond pas, le 15 mars 1879. À tout de suite sur Sud Radio avec Agathe Godard. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Agathe Godard pour son livre Mes nuits parisiennes chez Flammarion. On connaît votre signature notamment dans Paris Match pendant des décennies. Et là, vous racontez votre parcours dans ce livre. On a vu votre jeunesse difficile. Alors ensuite, vous rêviez journaliste et c'est pour ça que j'ai choisi la date du 15 mars 1879. Ce jour-là paraît le premier numéro du Petit Écho de la mode, qui est l'ancêtre de la presse féminine et qui se vend au 19e siècle à 200 000 exemplaires. Et vous allez débuter dans ce qui deviendra en 1955 l'Écho de la mode. J'ai débuté à l'Écho de la mode, effectivement, parce que entre-temps, j'étais partie aux États-Unis, où je m'étais mariée. Et je suis rentrée après mon divorce, ne connaissant plus personne, sauf Jean-Loup Dabadi, qui avait fait un papier sur « Pousse avec ton pain ». Voilà, il était journaliste à l'époque. Et journaliste. Donc, je l'ai appelé et il m'a dit, je suis désolé, moi je ne suis plus journaliste, mais allez voir ma femme, Geneviève Dorman, à l'Écho de la mode. Et bon, me voilà parti à l'Écho de la mode, qui me semblait pas vraiment un journal qui correspondait à ce que j'aimais, puisque aux États-Unis, j'avais été stagiaire chez Mademoiselle. Mademoiselle, qu'il faut savoir, est un magazine américain qui a été fondé en 1935 et qui a cessé de paraître en 2001. Ouais. Et qui était un magazine féminin. Ah, c'était un très joli magazine pour jeunes filles. Et à l'époque, vous viviez dans le Michigan, je crois. Oui. Et vous avez rencontré quelqu'un dans le Michigan qui n'était absolument pas connu. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées. Vous avez connu Joe Dassin, étudiant aux États-Unis, Agathe Godard. Mais oui, parce que imaginez-vous que j'ai habité Ann Arbor, dans le Michigan, et que je m'étais inscrite en élève libre à l'université du Michigan. Et là, j'ai rencontré Joe Dassin, qui faisait des études de sociologie et qui allait rentrer à Paris, mais qui n'avait aucune idée de faire une carrière de chanteur. Non, à l'époque, il voulait être cinéaste comme son père, Voilà. Mais je crois qu'il jouait à l'université du Brassens en s'accompagnant à la guitare, Oui, pour le plaisir. Également. Mais il ne pensait pas du tout faire une carrière aux Champs-Élysées. Donc, et c'était quelqu'un de formidable. C'était quelqu'un de plein d'humour, très, très chaleureux. Et on s'est revu un peu après, quand il est devenu un chanteur célèbre. alors justement, j'en reviens à votre carrière au début. Geneviève Dorman vous reçoit et elle vous envoie sur des reportages qui ne correspondent pas du tout à ce que vous aimez, Agathe Godard. Oui, alors, Geneviève m'avait fait une sorte d'interview quand j'ai vu la première fois et je lui avais confessé que je n'aimais pas l'eau. Suite à une noyade dans un barrage dans le Berry. Et bon, elle avait écouté tout ça et à la fin de l'entretien, elle me dit, bon, revenez me voir la semaine prochaine avec une liste de sujets. Je lui apporte une liste de sujets qui correspondait parfaitement à la clientèle de dames convenables de l'Écho de la mode. Et elle me dit, oui, tout ça c'est très bien. En revanche, tu vas me faire d'abord
des pénichiers, un couple sur une péniche qui transporte du charbon et qui remonte la Seine. Et moi, j'ai cru qu'elle se foutait de ma gueule. Et j'ai manqué de lui dire « Ah non, je ne vais pas sur une péniche ». Surtout que j'arrivais à New York, j'étais vraiment une enfant gâtée par mon mari. Donc l'idée de me retrouver sur un tas de charbon, ça ne m'amusait pas du tout. Finalement, j'ai dit « Bon, allez, j'accepte ». Et comme ça, elle ne pourra pas dire que je ne veux pas travailler. Et me voilà partie sur la péniche. Vous êtes allé au charbon, si j'ose dire. C'est le cas d'un... Et puis, vous avez ensuite eu un reportage Mission Impossible, c'est rencontrer James Hadley Chase, le roi du roman policier. Oui, parce que après ce mémorable reportage sur la péniche, Geneviève me dit il faudrait que tu fasses quelque chose sur James une interview de James Hadley Chase. Alors, je savais très bien qu'était Chase, puisque je suis une grande lectrice de polar. Et j'ai dit, vous avez les coordonnées? Il m'a dit, les coordonnées, tu te démerdes, tu les trouves. Donc, heureusement, j'avais un ami qui était un super flic au renseignement généraux, je sais pas quoi. Donc, il m'a donné le numéro de Chase. À l'époque, évidemment, pas de portable. Je l'ai appelé et ça a donné... J'ai dit, voilà, je suis non, l'écho de la mode. Il dit, pardon, quoi? J'ai dit, ouais, c'est un journal très lu, blabla, blabla. Il me dit, il n'en est pas question, je ne fais plus d'interviews. Et j'insiste, ah, mais je suis jeune journaliste, j'ai besoin que vous m'aidiez. Ils s'en fichent total. Et là, énervé, je lui dis, eh ben, vous avez tort parce que je suis blonde, j'ai les yeux verts. Et il sourit, il me dit « Ah, ça change tout. On va voir demain à 15h. » Et c'est comme ça que vous avez interviewé James Hadley Chase. Ça s'est tellement bien passé qu'il vous a donné, je crois, un exemplaire du roman qui a été traduit dans le monde entier, qui est son premier roman qu'il a écrit à 39 ans, qui est « Pas d'orchidée pour Miss Blandiche ». Oui. Et après, il m'a demandé, en partant, il m'a dit « Écoutez, j'aimerais que vous fassiez les prochaines couvertures de mes livres » avec le photographe Walter Caron, parce que vous correspondez tout à fait à mes héroïnes. Et il m'a signé un livre qui était « Tu seras seul dans ton cercueil », je crois, en mettant, en anglais, pour Agathe Godard, Who Came and Conquered, qui est venu, qui m'a conquis. J'étais grisée. Alors ensuite, vous avez quitté ce journal pour travailler dans un autre journal que Daniel Philippaki avait acheté en 1962 parce qu'il avait surfé sur le succès de Salut les copains. C'est 20 ans. Alors 20 ans, c'était un très joli journal, une espèce de Vogue Junior où on avait quand même un magazine, de la mode, de la beauté. Et c'était parfait pour moi parce que j'ai eu cette chance de rencontrer cette femme qui s'appelait Anne Ristori à l'Écho de la mode, qui me dit « Mais qu'est-ce que tu fais là? T'es pas faite du tout pour ce journal. Moi, je prends la direction de 20 ans, je t'emmène avec moi. » C'est comme ça que j'avais atterri à 20 ans. Et là, vraiment, je me suis beaucoup amusée et j'ai rencontré ce personnage extraordinaire qui était Hervé Guibert, qui a apparu un jour dans le couloir où j'avais mon petit bureau, blond, comme une espèce d'ange, et qui me dit « Je veux absolument travailler avec vous. » Je dis « Bon, welcome, rentrez. » Et c'est comme ça que j'ai connu Hervé et qu'on est devenus très amis, que malheureusement, il est mort très jeune du sida. Comme beaucoup d'autres, hélas. Alors, il se trouve que 20 ans est un journal révolutionnaire, parce que des journaux pour les jeunes filles, après, il n'y en avait pas beaucoup. Il y a eu mai 68, c'était autre chose. Et d'ailleurs, il y avait une rédactrice en chef qui s'appelle Isabelle, à une époque. Et Michel Houellebecq a cité dans un de ses romans, qui est La possibilité d'une île, le journal 20 ans et cette rédactrice. Je ne sais pas si vous le savez. Non. Ah, voilà. Vous me l'apprenez. Alors, vous donnez la spécialiste des photographes, et je crois, Agathe Godard, qu'à cette époque, vous allez découvrir des photographes devenus célèbres, comme Dominique Isserman. Ben oui, si vous voulez, moi, j'avais pas beaucoup d'argent, donc je pouvais pas m'offrir des grands photographes. Alors, j'ai trouvé Dominique Isserman dans un catalogue
où elle photographiait. Mais elle avait un tel style que j'ai tout de suite appelé Dominique et qui est venu. Après, j'ai trouvé De Marchelier, qui est devenu une énorme star aux États-Unis. Après, j'ai trouvé... qui y avait encore. Tous les photographes vous doivent quelque chose. Et il y a surtout quelqu'un qui vous doit aussi beaucoup, c'est un Serge Lutens, qui est devenu un roi du make-up. Serge, il me doit rien parce que c'est quelqu'un qui a tellement de talent que c'était tellement évident. Évidemment, je l'ai beaucoup soutenu quand j'avais le journal 20 ans. J'ai exigé qu'on fasse 6 pages sur ses make-up qui était complètement révolutionnaire, puisque au moment où les filles devaient avoir bonne mine, les joues roses, la bouche rose et tout, Serge avait lancé une femme qui devait être pâle, les yeux charbonneux et la bouche carminée, rouge son. Donc moi j'avais été complètement grisée par ce look et je l'ai beaucoup défendu. Mais... Et résultat, il est devenu une star mondiale aujourd'hui dans le genre pour les parfums et il vous doit beaucoup. D'ailleurs, vous êtes opposé à Franca Berger, la sœur de Michel Berger, qui travaillait et qui ne voulait pas. Ah non, mais elle détestait, elle disait « Oh, mais Daniel Philippaki va détester Anne-Marie Perrier, avec qui je travaillais. Elle va détester. » J'ai dit « Franca, on s'en fiche, on fait 6 pages sur Lutens. » Voilà. Et ça a marché. Alors ça, c'était votre première partie de carrière. Il y en a eu une autre qu'on va évoquer à travers une autre date, le 1er mars 1978. À tout de suite sur Sud Radio avec Agathe Godard. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Agathe Godard, le livre Mes nuits parisiennes chez Flammarion. On a évoqué vos débuts dans le journalisme aussi avec 20 ans et l'écho de la mode. Et puis il y a une date importante, le 1er mars 1978, l'ouverture du Palace. C'est une soirée que vous avez vécue sans imaginer que le Palace deviendrait mythique. Le Palace, j'ai adoré tout de suite, mais j'ai pas pu imaginer que ça deviendrait cet endroit qui est vraiment de folie, comme on n'en voit plus. Parce que ce qui était formidable, c'est que Fabrice Hébert avait décrété qu'il n'y avait pas de club privé. C'était pas un club privé. Vous étiez beau garçon, vous aviez un style, vous aviez une tronche, un look... que vous soyez fille, garçon, plombier ou académicien, vous rentriez. Donc, il y avait un mélange hallucinant. Il faut dire que l'idée est née lorsqu'Yves Morosi, qui dînait souvent dans le restaurant de Fabrice Hébert, le 7, revient un jour de New York et a dit « J'ai trouvé un truc fantastique à New York, c'est le Studio 54 ». Et c'est comme ça que Fabrice Hébert a eu l'idée, grâce à Morosi, du Palace. Absolument. Le Studio 54, c'était formidable parce que j'ai habité New York, alors j'allais beaucoup au Studio 54. Et Fabrice a retrouvé complètement cet esprit. Et ça a été un succès, mais énorme, parce que le monde entier, les célébrités, les acteurs, les chanteurs, genre Mick Jagger, les Stones, tout ça passait au Palace et c'était vraiment une folie. Le problème, c'est qu'il y avait quand même beaucoup de cam. Oui, c'est autre chose, on va en parler. Mais surtout, le Palace, le premier soir, il y a eu un événement, c'est cette chanson. Oh, il me prend ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en Grace Jones, rose. La vie en rose. D'ailleurs, chanson que Marguerite Monod, sa compositrice, n'a pas voulu signer en disant c'est de la guimauve, ça marchera jamais. Quelle erreur. Et ça, vous avez vu cette séquence. Et Grace Jones, qui est une icône, vous avez eu le privilège de faire partie de ses amis, Agathe Godard. C'est-à-dire que Grace, je l'ai connue à 20 ans. Un jour, j'ai vu arriver une fille black, à moitié à poil, dans mon bureau, et qui s'est mise à danser comme une folle. Et elle m'a dit, voilà, je m'appelle Grace Jones, j'arrive pas à travailler. Et moi, j'ai dit, Grace, on va faire la couverture de 20 ans. On va faire ça à Deauville, sur des chaises blanches, vous toutes noires. Elle a dit génial. Et après ça, elle a commencé à beaucoup travailler et ça a beaucoup changé sa vie. Elle l'a jamais oublié. Et la photo qui est en couverture du livre, c'est à une soirée où tout d'un coup elle m'a aperçue
Et elle a traversé la salle, je crois que c'était à l'Amphare. Elle a traversé la salle comme une folle. Elle m'a attrapé dans les bras, soulevée, parce qu'il faut dire que Grace, quand même, elle est très costaud. Et voilà, depuis, on s'est... Malheureusement, elle vit à la Jamaïque les 3/4 du temps. Mais quand elle est à Paris, quand elle passe, là, elle va faire une tournée mondiale, elle va peut-être passer par Paris. Je serai là pour la voir. Et on a vraiment une amitié. Elle n'a jamais oublié que j'avais dit tout de suite oui, que je lui avais fait une couverture de 20 ans. D'ailleurs, l'une des idoles D'ailleurs, parmi les fans de Grace Jones, il y a Beyoncé, puisqu'il l'a crédité dans son album Renaissance sous le titre Move. Beyoncé est une fan absolue de Grace Jones. Ah bon? Oui, complètement. Vous me l'apprenez. Alors, le Palace, j'en reviens, il y a des soirées décadentes, il y a des choses extraordinaires. Moi, je me souviens de Frédéric Mitterrand faisant de la balançoire au Palace. C'était fou ce qui se passait. Cintres. Ouais, c'était fou ce qui se passait. On n'a jamais vu ça ailleurs. Ah, moi, je crois que c'était vraiment unique au monde, le Palace. D'abord, le lieu était magnifique, cet ancien théâtre et tout ça. En plus, il y avait cette piste de danse énorme en bas. Et après, il y avait le restaurant où on pouvait être tranquille. C'est là où Andy Warhol m'avait fait dessiner une tête de lion, qui est mon signe, et signer. Alors qu'en général, les artistes ne signent pas quand ils vous offrent une œuvre. Et il l'avait signé. Et moi, je l'ai offert à Daniel Echter, qui me disait « Oh, je rêve d'avoir un Warhol ». J'ai dit un jour « Tiens, ben voilà, t'en auras un ». C'est magnifique, ça. Daniel Echter qui continue tranquillement sa vie à l'extérieur de la France et qui a beaucoup fait pour la mode et pour la création. Alors, il y a aussi des personnages insolites que vous avez croisés, comme Alan Pacadis, qui est un personnage que j'ai croisé aussi, qui travaillait pour Libération comme chroniqueur et qui était l'anti-chroniqueur parisien. Oui, absolument. Et alors Alain, il était tellement stone tous les soirs qu'un jour, il allumait une clope et je ne sais pas comment, il a jeté l'allumette, c'est tombé sur son pantalon, qui était en tergale et qui a pris une matière synthétique qui a pris feu. Et il commençait à avoir du feu au bas de son pantalon. Je dis, tu vas brûler. Où? Il ne comprenait pas, il voyait rien du tout. Donc je lui ai éteint le feu à son pantalon avec ma canette de coca. Et il a été furieux parce que son pantalon était fichu. Non, ils s'en fichaient complètement, ils s'en rendaient même pas compte. De toute façon, oui, c'était un personnage tout à fait étonnant. Il était chroniqueur parisien à toutes les soirées mondaines. Il vivait dans une chambre de bonne avec... si. Et d'ailleurs, il est mort étranglé par un de ses compagnons dans la chambre de bonne où il vivait. Et là, c'est assez triste. Et pourquoi était-il comme ça et pourquoi beaucoup de gens étaient comme ça? C'est que vous l'avez dit, la drogue circulait beaucoup à l'époque à Gadgodard. Bah oui, mais c'était une époque, comment dire... On n'a plus aujourd'hui la légèreté qu'on avait à cette époque, Jacques. On était léger, on n'était pas préoccupé par la guerre en Ukraine, par la guerre en Israël et tout ça. On n'avait pas tout ça. On était... Bon, après, on a eu le sida qui a beaucoup quand même plombé les choses. Mais... On a eu la chance de vivre toute une période où le plaisir, l'amusement étaient nos mantras. Exactement. Bon, vous n'avez jamais touché à la drogue, vous le précisez dans votre livre, vous avez échappé à tout ça, aux poppers, à toute l'ectasie qu'on peut imaginer. Ah ouais. Non, parce que vraiment, moi je me suis dit, si je commence un rail de cocaïne à sniffer et que j'aime ça, je vais continuer. Je me connais. Donc, j'ai dit non tout de suite, à tout. Et je me suis brouillé avec Helmut Berger, parce qu'à sa soirée d'anniversaire où j'étais allé en Italie, il voulait absolument que je prenne des poppers. J'ai dit non, Helmut, je ne veux pas tes poppers. Et pendant que je dansais avec un bel Italien, il m'a écrasé un popper. J'ai fait un espèce de truc cardiaque. Donc, on a dû m'emmener un peu à l'hôpital pour voir ce qui se passait. J'avais des battements de cœur épouvantables. Donc, j'ai une très mauvaise souvenir des poppers.
Alors, il se trouve aussi que vous êtes rentré à l'époque à Paris Match grâce à Daniel Philippaki qui a insisté pour que vous rejoigniez cet hebdomadaire en vous disant le monde appartient à ceux qui se lèvent tard. Oui, ça m'a beaucoup séduit. Ce qui me séduisait moins, c'est que quand il a vendu 20 ans, Daniel m'a dit, vous restez dans mon groupe, il est hors de question que vous partiez. Bon, j'étais très flattée. Et en même temps, il m'a dit, vous voulez aller dans quel magazine? Moi, je dis, je vais aller à lui. Parce que je m'amusais beaucoup avec mes copains de lui. On faisait des papiers déconnants, genre la défaite en honneur, sur les mecs qui n'arrivaient plus à bander. On va bon. Et Daniel a dit, non, il n'en est pas question, vous n'allez pas à lui. Je lui ai dit, vous allez à Match. Ah, j'ai dit, non, pas à Match. Mais pourquoi vous voulez pas aller à Match? J'ai dit, mais parce que moi, je sors d'un magazine de paillettes pour jeunes filles. Comment je peux aller à Match où il y a des gros reporters qui font la guerre, etc. Je me sentais complètement illégitime pour Paris Match. Et finalement, vous l'avez fait. Et il y a une rubrique qui s'appelle Les gens qui a été lancée. Et finalement, vous êtes devenue la pionnière des chroniques People. On oublie d'ailleurs que le People, au départ, c'est un journal américain qui a fort tirage, qui parle des articles, qui fait des articles très sérieux sur les gens connus, alors que les People n'ont rien à voir. Et vous êtes retrouvé comme ça dans le bain de la nuit parisienne, Agathe Godard. Bah oui, mais les People, on faisait... Vous imaginez qu'à l'époque, ça s'appelait Les gens, et on faisait avec François Pédron 16 pages, toutes les semaines. 16 pages. Sur les gens connus qui acceptaient de vous recevoir, parce qu'à l'époque, c'était beaucoup plus simple de rencontrer quelqu'un de connu chez lui qu'aujourd'hui. Ah bah, c'est-à-dire que maintenant, si vous demandez à un acteur, une actrice, un chanteur de faire des... Ah non, il y a son agent image, il y a son agent machin. Avant, on était copains, voilà, et ça se passait comme ça. Tout de suite, ça a changé beaucoup. Les rapports, c'est devenu très difficile de travailler. Par exemple, à Cannes, moi, j'avais l'habitude de couvrir le festival avec Henri Tulliot les 10 dernières années de Match. Et on ne pouvait plus travailler parce que on était assignés à des endroits. L'actrice descendait 3 minutes dans tel endroit, elle ne devait pas bouger, enfin... Ça ne veut plus rien dire. Exactement. Alors, à cette époque-là, vous commencez à sortir le soir. Et les années 70, c'est vraiment la vie parisienne, la nuit. Il y a un lieu fantastique que vous racontez dans votre livre, Agathe Godard, c'est l'Alcazar de Paris, où tout se passait la nuit. L'Alcazar, c'était... Moi, j'y allais pratiquement tous les soirs. C'était vraiment le cabaret où Jean-Marie Rivière avait mis des travelots, engagé des travelots. Et... D'ailleurs, je ne sais plus qui, je crois que c'est Chazot qui l'appelait l'entrepreneur des travelots publics. Exactement. Non, il y avait un spectacle fantastique, une revue, il y avait Dany qui chantait « Papa vient déposer la bonne ». Et quand elle n'était pas là, Jean-Marie Rivière me traînait sur la scène et disait « Et maintenant, voilà Agathe Godard dont Papa a épousé la bonne ». C'est moi qui me tapais en playback « Papa a épousé la bonne ». Non, c'était un lieu de fête qu'on ne peut plus imaginer aujourd'hui. Toutes les stars étaient là tous les soirs. Et puis, il y avait un numéro extraordinaire, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était Serge Davry qui se cassait des assiettes sur la tête. Oui, sur la tête. Oui. Très bien. C'était extraordinaire, ça. Et la grosse Babette. Il y avait la grosse Babette qui chantait « Laisse les gondoles à Denise », parodie en Sheila. Mais Serge Davry, c'est extraordinaire, il se cassait, on ne sait pas comment, des assiettes sur la tête. Je m'en souviens très bien. Et il se trouve qu'il y a un jour dans un restaurant, un monsieur qui le croise, il fait « Ah, je vous connais, vous êtes Serge Davry ». Il fait la même chose, résultat 12 points de suture. Le monsieur n'avait pas connu le truc de Serge Davry. Non. C'est extraordinaire. Alors, il y avait aussi Régine dans vos relations. Régine, vous avez fait le bouchon pour elle, c'est extraordinaire. Oui. Alors Régine, un jour me dit, j'ai rencontré Régine, elle était au Jimmy's à Montparnasse. Et c'était un copain de Vogue qui m'avait amené. Et tout de suite, elle m'a prise à la bonne parce qu'elle avait vraiment ses têtes. Et elle m'a dit, reviens, t'es chez toi, non, bon. Et puis elle me dit, il y a un concours de porte-jartel dans 8 jours, je veux que tu le fasses. Bon, ok. J'étais pas farouche, hein. Et me voilà partie à Pigalle acheter des porte-jartels.
et des talons hauts. Et le soir, je monte donc sur l'estrade. Régine nous faisait monter. On était une douzaine de filles. Et moi, j'étais persuadée que j'allais gagner parce que j'avais vraiment des trucs de pute très sexy et tout. Et ben, j'étais dauphine parce que la gagnante n'avait pas de culotte. Voilà. Ah ouais. En tout cas, vous vous mettez à nu dans ce livre qu'on va continuer à évoquer à la date de sortie, le 24 avril 2024. À tout de suite sur Sud Radio avec Agathe Godard. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Agathe Godard. On a donc vécu vos débuts dans le journalisme, Paris Match notamment. Et puis le 24 avril 2024, vous publiez Mes nuits parisiennes chez Flammarion, qui est le récit de votre vie au-delà du journalisme. D'abord, pourquoi avoir fait ce livre, Agathe Godard? J'ai fait ce livre parce que j'avais envie de parler. Au départ, je voulais faire un livre sur les célébrités que j'avais croisées. Et puis, ce qui est drôle, c'est que j'ai un jeune homme sri-lankais qui travaille à la maison, qui me dit « Madame, je travaille chez une dame qui voudrait votre numéro de téléphone. » Donc, je dis « C'est qui cette dame ?» Elle travaille chez Flammarion. Bon, je lui donne mon numéro. C'est comme ça que j'ai rencontré Valérie Dumège, mon inspirante éditrice, directrice littéraire. Et on a déjeuné ensemble. On est resté très tard au restaurant. Et elle me dit, mais je vais raconter un peu mon enfance en province, mon adolescence et tout ça. Et elle me dit, mais t'as un parcours qui est vraiment incroyable et tout. Il faut aussi débuter par ton enfance, ton adolescence et ensuite, bon, ne pas faire que des célébrités. C'est comme ça que je me suis retrouvée à faire un livre, parce que j'avais quelque part besoin aussi après une analyse et tout, de reparler de certains moments un peu traumatiques de mon enfance, de reparler de toute cette période de Paris Match qui a été quand même une période formidable, parce que j'avais toujours rêvé, moi, d'être journaliste, mais jamais j'avais pu imaginer que je serais journaliste à Paris Match. Donc voilà, c'était une sorte de bilan, et je me suis prise au jeu et je me suis mise à écrire. Voilà. Alors, on a commencé tout à l'heure à parler de ce bouchon de Régine, on n'a pas terminé. Alors, vous êtes quand même une journaliste qui a de la bouteille, donc on peut parler de ce bouchon. C'était une chose très particulière chez Régine, que peu de gens connaissaient. Ouais, alors Régine m'avait emmené à Monte-Carlo, où elle avait cette boîte extraordinaire au bord de la mer, et elle avait une table réservée à ses gros clients, où elle les envoyait, elle venait les rejoindre, enfin bon. Tout le monde rêvait d'être à cette table. Moi, elle m'avait installé à cette table en disant, tu vas faire le bouchon. Je disais, on va faire ça, le bouchon. Tu vas commander du champagne, tu vas dire, comme le ciel est plein d'étoiles ce soir, et pendant ce temps-là, tu vides ton verre, et de façon à ce que la personne que je t'aurais envoyée commande une autre bouteille. Et j'ai fait un triomphe sur le bouchon, jusqu'au jour où un espèce de colosse a commencé à essayer de me tripoter, en me disant, tu vois le collier que j'ai autour du cou, si t'es gentil avec moi. J'ai dit, attendez, je sais pas, escort girl, je suis une copine d'origine. Et comme il continuait, je lui ai quand même mis mon poing dans la gueule. Et je lui ai ouvert un peu la joue. Et là, ça a été la brouille totale avec Régine. Je suis reparti à Paris. Et finalement, elle m'a rappelé. Et je lui ai dit, OK, je reviens, mais je ne ferai plus le bouchon. Alors, côté Colosse, vous avez connu quelqu'un aussi qui est dans le même genre physiquement, mais quelqu'un qui est votre concitoyen, c'est Gérard Depardieu, que vous avez connu à ses débuts à Châteauroux, Agathe Godard. J'ai connu Gérard en 78. Oui, débuté. Puisque je suis rentrée à Match en 78. C'est un des premiers reportages que j'ai fait, puisque le chef des informations, sachant que j'étais berrichonne, m'a dit, tu vas aller faire Depardieu dans le Berry.
puisqu'il tue un cochon et qu'il ramène à Paris pour faire sa charcuterie. C'est comme ça, avec le cochon, que j'ai connu Gérard. Un personnage incroyable. Lorsqu'il arrivait à Châteauroux, il était chez lui. Il aidait beaucoup de gens, d'ailleurs discrètement. Il donnait de l'argent à des gens. Bah, Gérard a toujours été quelqu'un de très généreux. Il aidait beaucoup sa famille, parce qu'il avait Hélène, sa sœur, qui était à Paris, qui vivait à Bougival, à côté de chez lui, mais il avait encore un frère et une sœur plus jeunes, qui étaient plutôt au chômage, qui n'avaient pas beaucoup de boulot, il les aidait. Il y avait aussi Dédé et la Lilette, qui étaient à Châteauroux, à qui il donnait de l'argent à chaque fois. Ah, la Lilette, il lui mettait de l'argent dans son soutien-gorge. Il disait, tiens, la Lilette, tu t'achèteras une nouvelle gaine et une pierre tombale dans le cimetière de Châteauroux. C'était une habitante de Châteauroux qu'il connaissait depuis toujours. Qui c'était la Lilette? La Lilette, elle était formidable. C'est toujours... Moi, quand on arrivait avec Gérard chez ses parents, c'était en général midi, 1h, ils étaient avec la bouteille de rouge sur la table et ils buvaient des coups. Et voilà, après, son frère et sa sœur, la plus jeune, ils débarquaient un peu hirsutes. Et après, on allait toujours chez son copain Bardet. Jean Bardet, restaurateur à l'époque. Et il y avait un autre copain qui a débarqué un jour, c'est Jean Carmet. Ah ben, souvent, on descendait avec Jean Carmet à Châteauroux. Oui, car il était de la région aussi. Et on habitait chez Bardet. Et moi, j'avais le lit de la fille de Bardet, bon, qui était partie en colonie ou je sais pas quoi. Et eux, ils avaient un lit tous les deux. Et ils sortaient après, bourrés, dans les rues de Châteauroux après le dîner, en jouant de la trompette. Et ils allaient taper chez les prostituées de Châteauroux qui étaient couchées depuis très longtemps, parce qu'à 23h, tout était éteint. Et il y avait Carmen qui sautillait, qui disait « Je veux voir Thérèse, la retraitée du cul ». Et Gérard ouvrait, c'est Depardieu. Bon, personne n'ouvrait. Il rentrait en jouant du clairon. Et là, chaque fois, c'était la même chose. Il me disait « Viens dormir avec nous, on ne te fera rien ». Je disais, mais non, écoute, vous allez ronfler et tout. Viens dormir avec nous, on ne fera rien. Et du coup, je dormais entre Carmen et Gérard bourrés, qui ronflaient. Et quand ils étaient bien endormis, je me cassais. Moi, je me souviens d'un jour, un reportage, c'était pour les compères de Francis Weber. Gérard Depardieu est là, Jean Carmet arrive, il le prend, il le soulève et il le jette dans la piscine tout habillé. C'était un signe d'affection de Gérard Depardieu à Jean Carmet. Oui, mais Gérard, il adorait Jean. Parce qu'une fois, on a été dans son château de Tigné. Et je ne sais plus, pour les vendanges, j'avais Rosine Bachelot. Je me souviens de ça. Et à un moment, j'ai vu qu'il devenait triste comme ça. Et il me dit, viens, je vais te montrer quelque chose. Alors, j'ai dit, OK. Et il m'a ouvert une pièce qui était une petite chambre. Et il avait les larmes qui coulaient. J'ai dit, ça, c'était la pièce où dormait mon Jean. C'était la chambre de Carmet. Il aimait vraiment profondément Jean Carmet. Et puis il avait un fan, et ça je ne le savais pas, et vous êtes à l'origine de la rencontre entre Gérard Depardieu et John Travolta. C'est-à-dire, je ne suis pas à l'origine de la rencontre. C'est John Travolta qui avait tout d'un coup décidé de rencontrer Gérard, parce qu'il avait vu les valseuses qui s'appelaient Going Places aux États-Unis, et il avait décrété qu'il voulait rencontrer Gérard. Donc il avait pris son jet et son Boeing. Il avait débarqué et il avait trouvé le lieu où il tournait. Et tout d'un coup, moi, j'étais là sur le tournage. Je crois que c'était Inspecteur la bavure. Oui. Et j'ai vu arriver, j'ai halluciné, j'ai cru vraiment que je rêvais. Travolta qui dit « Je cherche Gérard en anglais. I am looking for Gérard Depardieu. » Ah, j'ai dit « OK ». Et j'ai été chercher Gérard quand il a eu terminé une prise. Le soir, on a été à Bougival et ça a été le début d'une grande, grande amitié. À tel point que vous êtes allé vous-même avec Gérard Depardieu à Santa Barbara chez John Travolta. Oui, après on a été plusieurs fois. Et chaque fois,
une fois, il nous a présenté John Mohamed Ali, ce qui pour moi était fascinant puisque j'aime beaucoup la boxe et les boxeurs, puisque comme vous le savez, vous avez dû lire, j'ai eu une affaire avec un boxeur, une romance pendant 2 ans avec un giton. Donc, rencontrer un boxeur comme Mohamed Ali, c'était vraiment formidable. Et puis après, ils se sont revus de temps en temps et je crois qu'ils sont un peu perdus de vue. En tout cas, ce gitan, effectivement, vous en avez parlé, il s'appelle Frank Winterstein, et il se trouve que Daniel Guichard l'a chanté. Il a un rire de voyou dans le fond des yeux, ses amis, il a le cœur au bord des coups. C'est vrai que ce Frank aurait pu être champion du monde parce que Sylvester Stallone lui avait presque donné des cours. Non, c'est-à-dire que Sylvester Stallone, qui était un très bon ami de John, et moi j'étais très copine avec lui aussi, avait dit, quand j'ai été chez Travolta avec le giton, avec Frank, on a organisé un rendez-vous avec un manager de grands champions, qui était le manager de plusieurs boxeurs dont s'occupait Stallone, qui aimait beaucoup la boxe. Et donc, on est arrivé, il a fait paire de gants, il a fait monter sur le ring, il lui a donné des partenaires de plus en plus durs, et chaque fois, il les mettait KO. Et là, il a dit, je veux celui-là, je le veux, il est blanc et il sera champion du monde, il gagnera beaucoup d'argent. Et il ne l'a pas fait. Ben non, il est un gitan. Il a dit oui, 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 oui. Et au moment de partir, non. Il y a quelqu'un, Agathe Godard, et vous en parlez avec beaucoup d'émotion, qui a compté pour vous, c'est Sylvie Vartan. Ah bah Sylvie, on s'est connus au moment de 20 ans et on ne s'est plus jamais quittés. Et je veux dire que dès qu'elle est à Paris, on se voit. Et moi, Sylvie, c'est quelqu'un qui restera dans ma vie. Vous avez été à son concert à Las Vegas lorsqu'il y avait eu une affiche avec écrit « Le plus beau cadeau que la France ait fait à l'Amérique depuis la Statue de la Liberté ». Oui, et là, j'avais fait venir Travolta, qui tournait pas très loin. Et premier soir, Sylvie, c'était assez froid, le public. Et je ne sais pas pourquoi, le deuxième soir, il s'est produit un miracle. Elle a fait un triomphe en chantant La Maritza. Tout le casino s'est levé et elle a vraiment fait un triomphe. Moi, je me souviens avoir fait un papier à cette époque-là et avoir reçu un coup de fil furieux de Lynn Renaud en disant « Sylvie Vartan oublie que j'ai chanté à Las Vegas avant elle ». C'est les histoires entre stars. C'est drôle. Alors, il se trouve aussi que votre métier vous a obligé, si j'ose dire, à vivre des dîners parisiens avec la jet set, avec beaucoup de gens. Ouais. Et ça, c'est pas une épreuve, mais tous les soirs se retrouver, notamment avec la soirée des Besses entre un ecclésiastique et Victor Emmanuel de Savoie, c'est pas simple à gérer. Ah non, la soirée des Besses, avec Massimo, c'était quand même toujours la rigolade. Quand moi, je me retrouve entre Victor Emmanuel de Savoie et l'huissier d'Oustro et une une escort girl de... Comment s'appelait ce... Oh, ministre italien. Oui, de Berlusconi. Berlusconi. C'était assez quand même kitsch. Oui, mais ces soirées parisiennes n'existent plus. C'est-à-dire qu'on se retrouvait à table pour dîner avec des gens qu'on ne reverrait plus ensuite. Bon, moi, ça m'amuse toujours. J'ai fait ce métier pour découvrir des gens, moi, par curiosité. Je suis une curieuse. Alors, j'avais envie de rencontrer des gens, beaucoup de gens différents. Et là, bah, ces dîners, j'aimais bien à cause de ça, parce que on pouvait rencontrer des gens, on était assis, on avait le temps de parler, et voilà. Ben nous aussi, on a eu le temps de parler ensemble de ce livre Mes nuits parisiennes que vous avez écrit et qui intéressera beaucoup de gens parce que c'est vraiment une époque révolue. Vous avez eu un privilège, c'est de vivre cette époque. Ben oui, c'est-à-dire c'est vraiment la vision de 30 ans d'une époque révolue, malheureusement, il faut le dire. Bon, il faut regarder de l'avant, mais c'est quand même moins joyeux que dans ces années-là. Et c'est aussi un parcours
d'une petite fille de formation qui a réalisé ses rêves les plus fous. Voilà, donc ce livre s'appelle Mes nuits parisiennes chez Flammarion. Je le recommande vivement à celles et ceux qui nous écoutent et qui ont envie de rêver. Merci Agathe Godard de l'avoir écrit. C'est moi qui vous remercie, Jacques. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.